jusqu'à l'âge de 40 ans, vous viviez dans l'Union soviétique. Vous avez vu son effondrement. Et vous participez, vous, activement, à la renaissance de la Russie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que votre stratégie de la voie russe, c'est une stratégie de dialogue ou d'expansionnisme et de conquête, M. Poutine? Non, bien sûr, je suis persuadé que dans le monde contemporain, une politique basée sur l'expansionnisme et les conquêtes n'a aucun avenir. Il est évident que la Russie, dans le monde d'aujourd'hui et dans le futur, peut et doit être partenaire de ses alliés historiques, au sens large du terme. C'est ce que nous voulons et nous allons toujours œuvrer dans cette direction. C'est la seule manière dont nous pouvons concevoir nos relations avec nos voisins et d'autres pays. Mais vous voulez être l'avocat de la nation russe ou le symbole d'un nationalisme russe, d'un empire russe? On sait ce que vous avez dit quand l'Union soviétique s'est écroulée. L'éclatement de l'empire soviétique, avez-vous dit, a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ça a été beaucoup interprété. Et vous avez dit, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Or, vous avez une tête. Et quelle tête? Qu'est-ce que vous proposez? Le nationalisme russe? Un empire russe sur les frontières d'avant? Non, nous n'envisageons ni de soutenir le nationalisme russe, ni de reconstituer un empire. Quand je disais que la disparition de l'URSS était une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, une catastrophe humanitaire avant tout, je voulais dire qu'en URSS existait une population qui, quelle que soit son origine ethnique, vivait dans un pays uni. Par contre, après sa dissolution, 25 millions de personnes d'origine russe se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans des pays étrangers. Et cela a été une vraie catastrophe humanitaire, pas politique ou idéologique, simplement un problème d'ordre humanitaire. Des familles ont été coupées, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et se sont retrouvés sans ressources, sans communication. C'est là qu'est le problème. Président Poutine, alors que nous discutons ici, un pays voisin qui n'est pas très lointain, l'Ukraine, est en état de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Les pro-russes affrontent ceux qui veulent garder les frontières actuelles de l'Ukraine. Qui va les arrêter et voulez-vous arrêter cette guerre? Vous savez, personnellement, je ne parlerai pas de ces gens-là comme des pro-russes ou des pro-ukrainiens. Il y a des personnes qui ont leurs droits politiques, humanitaires, et ils ont besoin de pouvoir les utiliser. Par exemple, en Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, les gouverneurs de toutes les régions étaient nommés par le pouvoir central. Or, après le coup d'État inconstitutionnel qui a eu lieu à Kiev en février cette année, la première chose qu'a faite le nouveau pouvoir a été de supprimer le droit des minorités d'utiliser leur langue maternelle. Cela a provoqué une grande inquiétude chez une grande partie de la population en Ukraine de l'Est. Ça, vous ne l'avez pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté. Mais est-ce que vous dites, Président Poutine, que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre froide, même glaciale, entre l'Est et l'Ouest? Maintenant. Premièrement, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle phase d'une guerre froide. Deuxièmement, et j'insiste là-dessus, les gens, où qu'ils vivent, ont des droits et doivent avoir la possibilité de les défendre. C'est seulement cela qui est en question. Les États-Unis affirment détenir la preuve que vous, la Russie, intervenez en Ukraine en laissant des combattants franchir la frontière et même en fournissant des armes à ce que les États-Unis appellent les sécessionnistes. Ils disent avoir des preuves. Vous croyez à ces preuves? S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les présenter.
Nous avons vu, et tout le monde a vu, le secrétaire d'État des États-Unis montrer en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU les preuves de détention d'armes de destruction massive par l'Irak. Il avait montré une éprouvette avec une substance inconnue, qui était peut-être simplement de la lessive. Finalement, les Américains ont fait entrer leur armée en Irak. Ils ont fait pendre Saddam Hussein, suite à quoi nous avons appris qu'il n'y avait pas et n'avait jamais eu en Irak d'armes de destruction massive. Il y a donc une grande différence entre faire des déclarations et avoir des preuves réelles. Je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de militaires russes en Ukraine. Vous voulez dire qu'ils sont en train de mentir, là? Ils sont en train de mentir, les Américains? Ils mentent. Il n'y a pas de personnel militaire, même pas des formateurs de l'armée russe dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Et il n'y en a jamais eu. Et vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine? Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Et le pouvoir qui est aujourd'hui en place en Ukraine devrait établir le dialogue avec sa propre population. Et pas à l'aide d'armes, de chars, d'avions, d'hélicoptères, mais en lançant des négociations. Vous acceptez la souveraineté de l'Ukraine et peut-être son indépendance entre la Russie et les Occidentaux. Sa neutralité, son indépendance, ça on peut le dire. Bien sûr, nous reconnaissons la souveraineté de l'Ukraine. Et nous aurions au contraire aimé qu'elle se sente elle-même comme un État souverain. Parce que la participation à quelque bloc militaire que ce soit, ou à une structure rigide d'intégration, signifie la perte d'une certaine partie de sa souveraineté pour ce pays. Ensuite, si l'Ukraine accepte cela et accepte cette perte, c'est son choix. Mais quand nous parlons de l'Ukraine et des blocs militaires, il est évident que cela nous inquiète. Parce que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures militaires de cette organisation vont se retrouver à côté de nos frontières, et ça, nous ne pouvons y rester indifférents. Je voudrais qu'on parle des États-Unis. Dans quelques jours, vous serez à côté, à quelques mètres de Barack Obama. Apparemment, il ne souhaite pas vraiment vous parler. Comment les choses vont-elles se passer entre deux des plus grandes puissances du monde? Le pays le plus riche du monde, les États-Unis, et de très loin le pays le plus grand, le plus vaste du monde, le vôtre. On imagine mal que vous ne parliez pas l'un avec l'autre, d'autant plus qu'on a un besoin impérieux, puisque la guerre n'est pas très loin, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Je pense... D'abord, je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et alors? Et c'est là qu'il y a la guerre. Et quand il dit il y a la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre là-bas. C'est une opération de représailles que mène le pouvoir de Kiev contre une partie de sa population. Ce n'est pas une guerre étrangère, il y a là une grande différence. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Cette opération punitive pour Vladimir Poutine, elle doit cesser, vite. Je considère que M. Poroshenko a en effet une opportunité unique. Il ne s'est pas encore sali les mains de sang et a les moyens d'arrêter cette opération de représailles et commencer un dialogue avec la population du Sud et de l'Est de son pays. Quant à nos relations avec M. Obama, je n'ai pas oublié votre question, je n'ai aucune raison de penser qu'il ne souhaite plus du tout communiquer avec le président de la Russie. Mais c'est à lui de décider après tout. Je suis toujours prêt pour le dialogue, car le dialogue est le meilleur moyen de se comprendre. Jusque-là, nous étions toujours en contact, nous avons régulièrement parlé au téléphone.